La Locale, votre rendez-vous proximité, tous les jours entre 10h et 13h sur LFM Radio avec Emmanuel Moine. Et avec une invitée, oui, quelqu'un, voilà, un parcours absolument exceptionnel. Je pèse mes mots, bien entendu. 11h15, on accueille tout de suite Khadija Moudnib, adjointe, bien sûr, à la mairie de Mantes-la-Jolie. Je le précise, sans étiquette parce que c'est très important, et également chargée de l'innovation sociale et de la famille. Bonjour, Madame Moudnib. Bonjour, Emmanuel. Bienvenue sur LFM Radio. Merci surtout de nous accorder du temps. Je voulais revenir sur votre parcours. Une scolarité à Mantes, des études qui vous ont amené à exercer le métier d'ingénieur télécom. Et puis, vous aviez besoin d'activités sociales. Vous avez créé une association au Val-Fouret. Vous avez accueilli une vingtaine d'enfants. Vous aviez que 25 ans à ce moment-là. Oui, effectivement. Alors, plus d'une vingtaine, effectivement, c'est plus aux alentours d'une trentaine. D'accord. On l'a fait sans subvention. C'est important de le dire, donc parce qu'accueillir une trentaine d'enfants et les suivre durant leur parcours, sans un sou, ça permet de développer son inventivité, sa créativité, et du coup, finalement, ça pose un peu les jalons, les bases du discours que je tiens aujourd'hui, parce que c'est sur la base de cette expérience que je me suis construit aussi ma vision du social. Et c'est un tournant pour vous à ce moment-là, puisque vous décidez d'arrêter votre métier d'ingénieur, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Bien vu. Et vous créez pas une association pour le coup, une entreprise, ça s'appelle Scolaire, une entreprise de soutien scolaire à domicile, toujours sur la base, je crois, d'une phrase que vous aimez beaucoup: ouvrez une école et vous fermerez une prison. Exactement, c'est D'accord. Hugo qui a dit ça, et il a tout dit, effectivement. Et dans le but, bien sûr, de sortir ces enfants de leur ghetto natal. Non, mental. Mental, pardon, excusez-moi, j'avais mal écrit, c'est pour ça, je me suis mal relu. Bref, voilà, vous auriez pu rester à l'école toute votre vie, et c'est pour ça que vous décidez d'y retourner en tant que professeur. Vous avez notamment une expérience, je crois, du côté des Mureaux, si vous pouviez nous en reparler. Une expérience où vous arrivez dans une des pires classes de France, on peut le dire, un des pires collèges de France. C'est pas pour charger entre guillemets la situation de ce collège, mais vous avez une scène, moi, qui m'a marqué, enfin que vous avez déjà raconté à d'autres médias et qui m'a marqué. Vous rentrez dans cette classe et personne ne veut participer à votre cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est terrible de dire la pire classe, parce que ce sont des mômes. Bien sûr, et on n'a pas important. envie de stigmatiser non plus. Et exactement. Et donc c'était effectivement un collège aux Mureaux. Et le pire, c'est que c'est pas le pire collège des Mureaux. Hein. Alors c'est terrible. L'éducation nationale m'en voudra peut-être de tenir un discours pareil, mais il y a cette réalité malheureusement. Donc effectivement, c'est un établissement où le volume sonore est extrêmement élevé. Quand on arrive au début, quand on n'a pas l'habitude, on a extrêmement mal à la tête dans les couloirs. Le soir, on n'en peut plus. Et quand on arrive effectivement dans sa classe, mais j'étais pas la seule. Hein, malheureusement c'est la réalité de beaucoup de professeurs. Mais vous arrivez, les élèves sont là, ils vivent leur vie et ils n'ont pas envie de vous écouter. Et puis j'ai décidé, au bout de quelques cours, moi aussi, j'ai pas envie de travailler dans ces conditions. Et comme j'ai un emploi du temps chargé par ailleurs, donc je suis arrivée avec mon ordinateur et j'en ai profité pour faire ce que j'avais à faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au bout de 20 minutes, le plus bruyant, l'agitateur principal de la classe se tourne vers moi et me dit: mais madame, vous travaillez pas? Non. Et vous travaillez? Donc j'ai pas envie de travailler, moi non plus. Et voilà. Le lien a été créé, on a réussi à discuter, mais à un moment donné, il fallait les bousculer et clairement être dans le fait de les faire sortir de classe, le fait de les réprimander, ça sert strictement à rien. À un moment donné, il faut établir un lien, un échange, une discussion, et à partir de là, ça a été tout seul et ça a été magique. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait ce petit événement qui se passe. Moi, je me souviens que quand j'avais vécu cette expérience, ça m'a automatiquement fait penser à un film que j'avais vu alors que j'étais encore étudiante. C'était Gangsta's Paradise avec Coolio. Alors loin de comparer l'expérience avec celle qu'a pu rencontrer Michel Pfeiffer, je crois que ça devait être dans le Bronx ou je ne sais quoi. C'est pas comparable, c'est pas du tout le même niveau, faut pas pousser. Mais voilà, il y a quand même eu des similitudes et finalement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début elle y arrivait pas. À un moment donné, elle a décidé de changer finalement son fusil d'épaule, de faire autrement. Et dès qu'on se dit qu'on fait ce pas de côté,
ça change, le rapport change, mais parce que finalement on n'est plus sur le terrain habituel de ces élèves qui sont en difficulté, mais on les amène sur un autre terrain. Et c'est un terrain qui est nouveau pour le professionnel et qui est nouveau pour les élèves. Et comme cet environnement est nouveau, on peut construire ensemble. Vous avez déclaré à ce sujet, pour faire ce métier, il faut aimer les enfants qu'on a face à soi. Exactement. C'est une manière de les aimer aussi, de leur apporter une attention, l'exemple que vous venez de nous donner. L'écoute attentive et l'écoute bienveillante, mais surtout, j'insiste beaucoup, l'écoute exigeante. Moi, je suis contre les discours qui visent à dire que une population qui est en difficulté, on peut tout lui pardonner. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a grandi dans un quartier difficile qu'on peut tout nous passer. Non, il y a des codes. Quand on vit en société, il y a des codes et il faut respecter ces codes-là. C'est le b.a.-ba de l'éducation. Ça se transmet à la maison par les parents quand l'enfant est tout petit. Ça continue au sein de l'école. Et puis, tout ça, c'est des choses. C'est dans la rue aussi, parce que dans les interactions avec les personnes qu'on rencontre dans le quotidien dans la rue. Et finalement, tout cet apprentissage, c'est ce qui nous sert ensuite. Le jour où on doit chercher un travail. La réalité du monde professionnel, finalement, effectivement, c'est pas simple quand on s'appelle Mohamed ou quand on s'appelle Mamadou d'aller chercher un travail, quand on vient de Mantes-la-Jolie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que chercher un travail, c'est effectivement une formation. C'est aussi l'acquisition des codes sociaux. Et si on n'a pas acquis ces codes sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la ponctualité, c'est le respect, c'est une maîtrise correcte de la langue, et on ne parle pas à son patron ou à ses collègues comme on parle à ses potes dans la rue. Et vous avez l'impression que l'État, peut-être l'école, a fait preuve de trop de compassion vis-à-vis des enfants de quartier ? Alors, je dis pas qu'il faut être dans la violence maintenant vis-à-vis de ces personnes-là, c'est pas ça. Mais moi, je pense que finalement, vouloir du bien, aider les personnes qui sont en difficulté, c'est aussi à un moment leur dire qu'il y a des règles, il y a des limites, il faut se fixer des objectifs, il faut être exigeant avec soi. Et c'est quand on est exigeant, avec soi, qu'on avance. Et moi, quelqu'un qui me tient un discours, finalement un peu condescendant, gentil, et qui ne m'aide pas à avancer, je considère que cette personne ne me sert à rien. Elle me dessert. C'est vraiment comme ça que je raisonne à titre personnel. Et par acquis de conscience, par éthique, je raisonne de la même façon avec les personnes que j'ai en face de moi. Donc quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, et c'est encore plus vrai aujourd'hui en tant qu'élu, et qui me dit je voudrais que tu me donnes ça, ou je voudrais que tu me donnes ça, alors, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et dis-moi en plus. Et puis, sur la base de ça, on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est pas à moi de donner. Je suis contre le fait que la puissance publique donne tout. Et finalement, on il est n'y a dans pas juste retour. Voilà. Et on est dans la consommation. Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ce piège-là parce que c'est un véritable piège. On est aujourd'hui à un tournant au niveau social, au niveau sociétal. Mais c'est pas juste à Mantes-la-Jolie. C'est national, c'est mondial. Où c'est de plus en plus difficile, les subventions, les crédits tendent à diminuer et de fait, qu'on le veuille ou non, quand on a moins de sous, on est obligé de se prendre vraiment en main et de faire beaucoup par soi-même, de développer beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Bien sûr, et ça vous rappelle les années associations et associatives, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure. On le rappelle également, 2014, entre guillemets, la consécration. J'aime pas ce mot en tout cas, mais vous êtes nommée, bien sûr, adjointe au maire de Mantes-la-Jolie, chargée de l'innovation sociale et de la famille. On le rappelle. Les gens disent de vous que vous avez réussi, en tout cas, à attirer une certaine reconnaissance par le travail et uniquement par le travail. Exactement. Si je suis effectivement adjointe aujourd'hui, c'est alors une consécration, ça voudrait dire que ça y est, on a atteint. Oui, c'est une finalité. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime pas ce terme-là. Le cas. Pour moi, finalement, ça n'est que la suite logique. Voilà, ça n'est que la suite logique effectivement d'un cheminement, d'un parcours. Très honnêtement, je suis honorée d'être élue, qu'on ait pensé à moi et de représenter cette
cette ville que j'aime beaucoup et enfin dans laquelle je me suis beaucoup investie au niveau en tant que militante. Mais finalement, c'est une suite logique. C'est comment quand on a travaillé effectivement avec une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes, quand on sent qu'il y a un vrai besoin, quand on sent que les idées qu'on essaye de développer ont un sens et que finalement ces idées-là, on en a discuté aussi avec des personnes extérieures à Mantes. C'est important aussi de toujours reconsidérer ses idées, son discours, mais pas qu'à l'aune de la vision qu'on peut avoir ici à Mantes, mais parce que c'est aussi les interactions. Aujourd'hui, on est dans une démarche de mondialisation et cet échange permanent, ce va-et-vient permet d'évoluer, d'asseoir ses convictions, ses idées, et on se rend compte que finalement, il faut revenir aux fondamentaux. Ça sert à rien de monter des machines qui sont extrêmement compliquées, la base, et donc finalement grâce à ça on se dit il y a des chantiers prioritaires et tout le reste on verra après, mais dans un premier temps les chantiers prioritaires, il n'y en a pas 36 000, c'est l'éducation. Quand je dis l'éducation, c'est pas au sens scolaire du terme, c'est au sens de dès la famille. C'est un thème, je crois, que voilà, vous aimez. C'est fondamental. C'est dès la famille. Un élève qui pose problème au collège ou parce que c'est beaucoup au niveau du collège qu'on sent ce genre de choses, parce qu'effectivement après au lycée en général, un élève qui va au lycée, ça y est, on peut dire qu'il est presque dans le circuit et il continuera à faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Par contre, au collège, il y a beaucoup de décrocheurs. À 16 ans, on n'est plus obligé de rester à l'école, donc c'est vraiment à ce moment-là où il y a une forme de cristallisation de tous les problèmes. Et c'est déjà presque trop tard à ce moment-là. C'est en maternelle que ça commence. Ça commence très très tôt. Et autre chose aussi que je répète à l'envi pour ceux qui ont pu m'entendre le dire, dire que des parents qui n'ont pas été à l'école finalement ne peuvent pas aider leurs enfants, c'est faux. C'est pas vrai. On connaît beaucoup d'exemples de parents, mais beaucoup dont les parents n'ont jamais été à l'école, savent à peine parler français. Alors lire et écrire, n'en parlons pas. Pour autant, leurs enfants ont eu de très beau parcours. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des parents qui se sont beaucoup investis dans la scolarité de leurs enfants. Ça veut dire que on ne regarde pas la télé le soir quand on rentre tant qu'on n'a pas fait ses devoirs. Ça veut dire que je vais voir régulièrement les instits, les professeurs de mes enfants. Même si je comprends pas, mon enfant peut jouer les interprètes. Et au pire, il faut pas oublier une chose, c'est que la communication passe par les mots. Effectivement, peut-être que c'est 20 à 30% par les mots, mais c'est aussi 70 à 80% au niveau de la communication non verbale. Donc si le prof ou l'instit n'est pas content, je le verrai à sa tête. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Regardez les cahiers du jour pour l'enfant qui est en primaire. Si c'est raturé de partout, effectivement, c'est qu'il travaille pas forcément correctement. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de sortir un peu de ce type de discours où le pauvre, ses parents savent pas lire, savent pas écrire. Non. C'est des parents. Leur rôle est fondamental. On parle beaucoup finalement de... ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais tenu devant un parterre de professionnels de l'éducation et je sais que ça avait un peu déplu. Il y a eu le Forum mondial à l'UNESCO et c'était dans ce cadre-là. J'y avais représenté Pierre Bédier, président du conseil départemental. Et ce que je leur avais dit, c'est que on me dit beaucoup, justement, une belle réussite, donc vous êtes un pur produit de l'école républicaine. Non. Je suis le pur produit de ma famille, je suis le pur produit de mon ascendance. Et effectivement, l'école m'a permis d'acquérir un bagage complémentaire. Mais la base, les fondamentaux, c'est dans la famille qu'on les acquiert. Et si ça fonctionne dans la famille, il y a de fortes chances que ça fonctionne à l'école. À vous écouter, j'imagine qu'il y a certaines personnes de l'éducation nationale qui doivent s'arracher les cheveux, là. Alors, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Si je devais donner mon avis, je vous rejoindrais complètement, mais il y a tout un système qui là est pris à contre-pied par tout ce que vous dites aujourd'hui. Un système en place, pas forcément qu'à Mantes, un petit peu partout, en France même. Alors, très honnêtement, il s'agit pas du tout pour moi de critiquer l'éducation nationale ou les professeurs. Ils font un travail formidable et je peux vous assurer que pour être passé par la case professeur de l'éducation nationale pendant 3 ans, je l'ai fait, c'est très compliqué, c'est très difficile. Quand vous avez une classe de 20 à 30 élèves, parfois j'ai déjà eu des classes de 32 au collège. C'est dramatique. On peut pas faire de travail qualitatif dans ce genre de
de situation. Donc je leur jette pas du tout la pierre. Par contre, c'est plutôt au niveau du discours que certains, je dis pas que c'est la majorité, mais que certains peuvent tenir, ou qu'on entend aussi dans les médias. C'était moi qui insinuais que c'était la majorité. Je suis désolé. Et dans les médias, dans les médias aussi. Enfin, voilà, c'est à un moment donné, c'est remettre le parent au centre. Et au niveau de la ville, on fait un gros travail. Et encore une fois, ça c'est pas lié à moi. Ça existait bien avant mon arrivée. Ça c'est important de le dire. Il y a un gros travail sur la parentalité qui est d'ailleurs soutenu par l'État, au travail de la déléguée du préfet qui s'est beaucoup investi, Madame M. Fadel, sur ces questions-là. On fait un gros travail sur la parentalité parce qu'à un moment donné, pour que ça fonctionne, pour régler les problèmes, ça passe par les parents. Les premiers acteurs du devenir de leurs enfants, ce sont les parents. Ensuite, ça devient l'enfant. Mais au départ, ce sont les parents. Et ce sont les parents qui ont les clés de la réussite de leurs enfants. Justement, on parle beaucoup de réussite éducative aujourd'hui en France. Je crois que c'est un mot qui est cher, bien sûr, au ministère de l'Éducation nationale. Comment garantir cette réussite éducative dans une ville comme Mantes-la-Jolie Quelles sont entre guillemets vos solutions, même si j'imagine que c'est bien plus vaste que cela, en tout cas. Alors effectivement, c'est bien plus vaste et je pense que au final, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un parcours dans l'éducatif, on apprend à devenir humble. Parce que au début, quand on débute, et c'est le cas de n'importe quel nouveau prof ou d'un nouveau militant associatif, on se dit moi je vais arriver et moi j'ai compris comment ça fonctionne et je vais régler les problèmes. On se rend compte que la masse de problèmes et de difficultés à régler est tellement énorme que ça nous apprend l'humilité. On peut juste essayer d'accompagner, on peut apporter des solutions, mais penser qu'on va régler tous les problèmes, toutes les difficultés, c'est un peu présomptueux. Alors, je parle de problèmes, je parle de difficultés, mais c'est important aussi d'avoir en tête que c'est aussi beaucoup de bonheur. Parce que quand on accompagne quelqu'un qui réussit, quand on revoit cette personne-là des années après et qu'elle s'est construite, enfin j'ai l'exemple d'un jeune homme qu'on a accompagné, il était en 6e et je l'ai revu, il avait 25 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est en fait moi quand j'étais en 6e, ça me gavait, j'aimais pas ça, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Effectivement, il se met la zizanie et puis on l'a accompagné à sortir de ce ghetto mental et donc il a continué des études, il a fait un BTS et aujourd'hui il est marié, il a des enfants et c'est ce discours-là qu'il transmettra. Donc il y a un vrai cercle vertueux qui est mis en place. Donc ce travail-là passe par les associations, mais les associations ne travaillent pas toutes seules, elles travaillent effectivement avec la ville et c'est là où le service de réussite éducative de la ville est un enjeu pour nous. Ce service existe à Mantes-la-Jolie depuis 2005, donc ça fait 10 ans maintenant. Le travail partenarial est vraiment au cœur du dispositif. Donc c'est ce que je vous ai dit, les associations, la réussite éducative et l'éducation nationale. On a des équipes pluridisciplinaires qui se réunissent très régulièrement où les cas individuels sont évoqués. Donc on fait un tour de table. Alors je vous ai parlé de l'éducation nationale, je vous ai parlé des associations, je vous ai parlé de la ville, mais il y a aussi le conseil départemental au travers des assistantes sociales, parce que des difficultés scolaires souvent sont finalement la matérialisation des problèmes dans la famille et donc c'est important que ces assistantes sociales du conseil départemental soient autour de la table pour voir comment on peut accompagner cette famille, ce qui fait que cet enfant au niveau de la réussite éducative on va lui mettre un accompagnement individualisé, mais on va aussi voir comment on peut aider la famille soit autour de conseillères familiales, parce que ça existe au niveau du département des personnes qui accompagnent, peut-être qu'il y a des problèmes de surendettement, voir aussi peut-être que ce sont des personnes aussi qui ne savent pas faire les démarches qu'il faut pour avoir le RSA. Enfin voilà, donc l'idée c'est quand on a un enfant qui a des difficultés, on envisage ces difficultés dans la globalité et on ne l'aide pas juste à faire ses exos de maths et de français. Parce que, pardon. Est-ce que, non c'est moi, excuse-moi de vous couper, mais est-ce que le projet là c'est pas de remettre le professeur au centre de la ville un petit peu, comme ce qui pouvait se passer il y a quelques années, par exemple, ce que moi, mes grands-parents m'expliquaient il y a quelques années. Effectivement, la figure de l'instituteur était extrêmement importante dans les villages. Aujourd'hui, et c'est vrai, il y a quand même pas mal de prof bashing. Être prof, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc
c'est pour ça que le professeur, enfin, il n'y a pas les établissements d'un côté et la ville de l'autre côté. Non, il y a les établissements effectivement qui sont au centre d'abord les parents avec l'enfant, ensuite les établissements, la ville. Le conseil départemental, tout le monde doit travailler en synergie. C'est là la clé de la réussite. Si chacun travaille les associations aussi, parce qu'elles sont fondamentales à Mantes, on a un tissu associatif qui est extrêmement riche. On a plus de 600 associations qui sont chartées. On met beaucoup de subventions donc à développer des projets associatifs. Donc tout ce petit monde doit travailler en étroite collaboration. Pour information, on met en place au sein de la ville des rencontres associatives qui vont démarrer et ça va être par thématique. Là, fin septembre, on a une autour des questions d'enseignement et d'éducation parce que justement, il y a cette volonté d'encore mieux interagir avec nos associations, apprendre à mieux se connaître, sûrement aussi mieux faire connaître l'action municipale parce que c'est ce que je vous disais, la réussite éducative, c'est un des services parmi d'autres. La direction innovation sociale et regroupe bien d'autres services. Et donc la politique sociale, finalement, elle est globale, mais elle se fait pas qu'avec les services, elle se fait avec les associations, avec les habitants. Alors il y a un acteur dont j'ai pas parlé, mais qui est important, c'est aussi l'acteur économique. Ce sont les entreprises. À un moment donné aussi, comment on travaille en interaction avec les entreprises. Donc pour l'instant. Voilà, on a une multitude, de projets. On a des services qui fonctionnent bien, où le travail partenarial est développé, et on souhaite continuer à développer davantage ce travail partenarial. Donc voilà. Vous aurez assez d'un seul mandat pour tout ça? Alors, écoutez, moi, on est en début de mandat, donc les chantiers sont énormes, sont passionnants. Donc, on n'est pas du tout sur ce genre de considération. Et de toutes les façons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fonctionnait, ça existait, pour ce qui me concerne en tout cas, bien avant mon arrivée. Ça continuera après. Ça continuera quoi qu'il arrive. Et puis vous êtes sans étiquette en plus. Exactement. Et c'est ce que je vous disais, c'est important d'être humble. Finalement, l'idée, quand on développe, quand on pousse sur ce type de projet, ça doit pas servir de vitrine personnelle. Non. C'est à un moment donné, on travaille au service d'une cause. Et cette cause, c'est l'autonomisation, c'est le développement personnel, c'est la réussite, l'insertion sociale et économique de la population. On est tous au service de cette cause-là. L'éducation nationale, les collectivités, les associations, et on doit tous travailler dans ce sens-là. Une innovation, une initiative, moi en tout cas personnellement qui m'a marqué quand je l'ai lu. Et j'avoue que j'ai passé tout l'été à Mantes-la-Jolie. J'ai dû louper cette info. Sinon, je l'aurais traité beaucoup plus tôt que ça. C'est l'école ouverte tout au long de l'été. 75 enfants, alors sur la base du volontariat bien sûr, ont pu aller à l'école cet été pour réviser leurs cours. Généralement, c'était des enfants en difficulté scolaire, si j'ai bien compris. Ils étaient encadrés par des intervenants, notamment spécialisés, et du personnel également de la réussite éducative. Comment ça s'est passé déjà? Comment est née cette idée? Alors, il faut savoir donc que les révisions d'été existent depuis 2006, c'est pas nouveau. D'accord. La réussite éducative existe depuis 2005, mais les révisions ont commencé à l'été 2006. Donc, ça veut dire que très clairement, dès le début, et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, ça fait longtemps et ça n'a rien à voir avec c'est pas moi qui ai poussé une telle initiative. L'idée, c'est de dire que pendant les vacances scolaires, on a une coupure qui est beaucoup trop longue. Alors, des parents qui peuvent aider à remobiliser les acquis de l'année peuvent le faire eux-mêmes à la maison avec leurs enfants au travers du passeport. Je pense que vous avez... on a connu. Voilà, c'est ça. Le cahier de vacances, le bon vieux cahier de vacances. Exactement. Finalement, se dire qu'il y a peut-être des enfants pour qui c'est un peu plus difficile ce type d'accompagnement pendant les vacances. Et c'est pour ça qu'au niveau de la réussite éducative, ce travail
travail a été mis en place. Donc effectivement, la réussite éducative investit sur des cahiers de vacances qu'elle met à disposition des enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on a 75 enfants qui ont profité de ces semaines de révision. Ça a commencé le 20 juillet, ça s'est terminé au 14 août. Donc ils sont venus 2 fois par semaine sur une demi-journée à chaque fois. Chacun en fonction de son niveau. Donc ça partait du CP et ça allait jusqu'à la 3e, parce que le dispositif de réussite éducative accueille des enfants effectivement de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, donc jusqu'à 16 ans à peu près. Donc le travail de révision, mais on n'est pas, c'est important d'avoir bien en tête que on n'est pas à l'école, donc on n'est pas que sur du scolaire, on est aussi sur finalement un peu du périscolaire. Donc on a aussi mis en place des activités. Il y a par exemple des activités d'origami, parce que le but aussi c'est de leur faire découvrir des activités qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir, des jeux de société. Donc pourquoi pas du coup quand ils rentreront à la maison le samedi qui suit, aller à Auchan et s'acheter un jeu de société, parce que l'avantage c'est que ça permet aussi de répondre à un vrai problème, c'est que quand parfois dans les maisons, chacun est sur son smartphone, finalement il n'y a plus de communication, et ça c'est un vrai enjeu. Le jeu de société, quand on est tous autour de la table, on communique, on échange, on rigole, donc recréer aussi du lien social au sein de la famille. Donc finalement c'est donner des habitudes que les enfants peuvent ensuite transmettre, diffuser au sein de leur cercle proche, donc au sein de la famille. Donc je vous ai parlé de 75 enfants qui ont été suivis pendant la réussite éducative, pendant les vacances, pendant les révisions d'été de la réussite éducative. Ces 75 enfants, ce sont des enfants qui sont suivis sur le reste de l'année. Donc je vous ai parlé des équipes pluridisciplinaires. Les équipes pluridisciplinaires orientent des enfants qu'elles estiment être en difficulté, donc les directeurs d'école, les principaux, les psychologues qui sont aussi au sein des établissements, le conseil départemental. Et pour information, pour vous donner un ordre d'idée, 75 enfants pendant les révisions d'été. Au total, sur l'année, la réussite éducative accueille à peu près 480 enfants. Énorme. C'est énorme, exactement. Donc ça veut dire que sur les révisions d'été, on fait un gros effort pour accompagner un gros pourcentage de ces 480 enfants. Vous pourriez en accueillir plus s'il y avait plus de volontaires, par exemple ? Alors très clairement oui, bien évidemment malheureusement les subventions tendant à diminuer. Quand je dis subventions, c'est les subventions que la ville reçoit de la part de la dotation de l'État. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, si effectivement on avait plus d'argent, on pourrait accueillir plus d'enfants, mais ça, c'est l'aspect, on va dire, vacataire. Donc, ce sont des personnes rémunérées. Mais ce qu'on voudrait aussi développer, c'est le redévelopper, parce que peut-être qu'il y a une perte de vitesse un peu sur le bénévolat. On souhaite remettre un coup de boost, finalement, sur le bénévolat. On a voté, je crois que c'était en mars de mémoire, la charte du bénévolat. On souhaite que toutes nos structures municipales, je pense notamment au centre de vie sociale, on en a 4 au sein de la ville, qui accueillent des habitants qui peuvent proposer des services, et que on leur fasse signer une charte du bénévole, et que ces personnes-là s'investissent sur des projets d'abord en fonction de leurs compétences et de leurs appétences, donc qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je sais faire, et ensuite en fonction des projets phares qu'on souhaite développer. Et effectivement, cette histoire d'accompagnement éducatif est absolument importante pour nous. Bien sûr. Donc on veut effectivement vraiment développer le bénévolat sur ces sujets-là. Donc je parle de l'accompagnement éducatif pour les enfants, mais c'est exactement la même chose par exemple sur tout ce qui est atelier socio-linguistique. Avant de venir, j'étais au séminaire de rentrée donc du service des ateliers socio-linguistiques où il y avait pas mal d'associations qui étaient présentes, et je leur ai tenu exactement le même discours. Vous accompagnez des adultes qui ont besoin d'apprendre le français pour s'autonomiser. Effectivement, parmi vous, il y a des personnes qui sont rémunérés pour le faire, et c'est votre travail et vous êtes des professionnels, mais n'hésitez pas à vous entourer aussi de bénévoles, et la ville a vraiment envie de pousser en ce sens.
Eh bien écoutez, un programme vaste en tout cas. Est-ce que vous avez eu déjà des premiers résultats? Tiens, bon, on sait que la rentrée scolaire c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que déjà vous avez pu échanger ou eu des retours de la part de professeurs disant tiens, cet élève qui était un petit peu perturbé, voire perturbant, se tient beaucoup mieux suite à cet été passé à l'école? Alors, ça serait malhonnête de ma part de vous dire, bah oui, je me souviens, tel enfant. Non, la réalité des choses, c'est que le fait d'être élu quelque part, ça éloigne aussi du côté individuel de la question pour être plus en vision globale et en vision macro. Peut-être que si j'étais intervenante, là, je vous aurais sorti le profil type de chaque voilà, c'est élève. Ça, exactement. Cette réalité-là, non. Mais l'expérience montre de toutes les façons que c'est important effectivement qu'ils mobilisent les compétences, les connaissances, les acquis de l'année pour être sûr que quand ils repartent sur une nouvelle année scolaire, ça se passe mieux. L'expérience l'a montré. Merci beaucoup à vous, Khadija Moudnib, d'avoir été avec nous. On a passé quasiment 30 à 40 minutes ensemble à parler d'école et de famille. Alors, je voudrais juste bien sûr, j'allais vous proposer d'ajouter quelque chose, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Toutes les questions comment dire, d'éducation dont nous avons parlé sont fondamentales, mais c'est important de remettre ça dans un contexte de politique sociale globale. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment l'autonomisation des publics, de tous les publics, de tous les habitants. Il y a quand même des chiffres qui sont frappants au niveau de cette ville. On a des revenus qui sont nettement inférieurs au reste de l'agglomération. À Mantes-la-Jolie, on est à 12 898, ce qui est vraiment bas. Alors au Val-Fouré, c'est encore plus bas. On est aux alentours de 9 000 euros, ce qui est très très peu. C'est le quartier le plus pauvre de France. C'est tombé cet été. Mais oui, et c'est dramatique. D'où l'enjeu pour nous au niveau accompagnement à l'autonomisation. On a un taux de chômage au Val-Fouré qui est de 28% selon les données INSEE en 2011. On a un taux de chômage des jeunes qui est de 48% en 2011. Donc la situation est grave et on ne peut pas travailler sans avoir conscience de cette réalité. Donc on ne fait pas finalement des stages de révision d'été pour se faire plaisir. C'est parce que derrière il y a une vraie vision globale, une vraie vision de la politique sociale qui est mise en œuvre. Il y a finalement une action en proximité forte. Les CVS, les centres de vie sociale de la ville servent à ça. On essaye d'agir sur la qualification, sur la réussite pour aller vers l'autonomisation. On a des actions culturelles. Il est impératif que les habitants s'approprient aussi le tissu culturel. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de travail en ce sens parce que vous parliez tout à l'heure d'une expression que j'aime bien, c'est la notion de ghetto mental. On s'enferme soi-même dans des ghettos mentaux. On se dit non, c'est pas pour moi, je vais pas y aller. Non, on a des équipements culturels que la ville subventionne. Je pense notamment au collectif 12, au Chapelain, au CAC. Il faut pas hésiter à y aller et profiter de l'offre. On travaille en partenariat vraiment étroit avec tous les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure. Et finalement, tout ça ne peut fonctionner que si on travaille dans une synergie. Alors, je voudrais juste, en termes de calendrier, parce que c'est important, vous dire que le 3 octobre, on a des portes ouvertes au niveau de nos centres de vie sociale pour faire connaître les activités qui sont organisées dans chacun de ces centres de vie sociale. On veut que la population, toute la population de la ville se les approprie et finalement que les habitants du quartier, mais connaissent un peu mieux que les autres, mais finalement que tout le monde en entende parler et que les habitants n'hésitent pas à se les approprier. Le 10 octobre, il y a une marche qui est organisée par une association qui s'appelle la Note Rose autour des questions de prévention du cancer du sein. Il y a un fort pourcentage de femmes qui ne se font pas dépister et encore plus dans des quartiers comme le Val-Fouré. Et finalement, la réussite éducative, c'est réussir à aller vers des choses qui semblaient inimaginables. Moi, il y a une action qui me semble emblématique finalement de la réussite à Mantes-la-Jolie, c'est le travail qu'a mis en place l'association EIAPIC sur pour accompagner des enfants vers Saint-Cyr. Vous en avez sûrement entendu parler. Et on avait relayé tout à fait sur LFM. Exactement. Et donc demain, on a la cérémonie d'installation. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc des notes positives existent. On ne doit pas avoir peur d'être ambitieux.
pas se mettre de barrières. Et il y a des exemples, vous faites bien d'en parler, il y a des exemples, c'est un aspect que je voulais développer avec vous, j'avais complètement oublié. Ah, super. Je crois que cette année, il y a eu, je crois, entre 15 et 20 élèves qui ont été admissibles à l'école Sciences Po, des lycéens de Mantes-la-Jolie. Aussi, oui, effectivement. Des jeunes adolescents, jeunes gens en tout cas, qui sont allés au bout de leur préparation et qui ont été coachés, encadrés par des professeurs issus du Val-Fouré, issus de Mantes-la-Jolie, et qui ont également un parcours académique plutôt impressionnant. Exactement, et c'est très important de relayer ce type d'informations parce que finalement on va dans le sens de ce n'est pas parce que j'habite au Val-Fouré et à Mantes-la-Jolie que j'ai aucune chance d'aller dans des grandes écoles. Mais attention, dire ça veut pas dire que finalement la seule réussite c'est d'aller dans des grandes écoles. C'est pas ça. C'est finalement chacun en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on est capable de faire, parce qu'il y a aussi cette réalité-là. C'est s'épanouir et aller le plus loin possible. Et pour ça, la ville est à la disposition justement des habitants, la ville avec ses partenaires, parce que la ville ne travaille jamais seule, pour donner, aider, impulser, pousser à l'autonomisation. Et nos quartiers ont du talent en plus. Exactement. Donc on compte sur ces talents-là, bien sûr, pour faire avancer les choses et qui est toujours une belle note d'espoir. 11h49, merci infiniment de cette discussion, Khadija Moudib. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Mantes-la-Jolie, chargée de l'innovation sociale et de la famille. Vous avez micro ouvert, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée et nous, bien sûr, on marque une petite pause musicale. La locale, votre rendez-vous proximité, tous les jours entre 10h et 13h sur LFM Radio avec Emmanuel.